Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5 de la saison 3 du Guide Michelin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet a priori pas facile, mais qu'on va bien éclaircir. C'est tout ce qui est le juridique et plus précisément la procédure juridique, donc pénale, civile, en montagne. Pour cela, j'ai Jean-Philippe Gary à côté de moi qui va nous apporter ses lumières. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Michel. Alors, donne-moi ton pédigré vite fait. Je suis actuellement le directeur du GIE Guide Haute Montagne. Arrête-toi. GIE, tout de suite, c'est Groupement d'intérêt économique. Groupement d'intérêt économique, Guide Haute Montagne, qui comprend 3 membres. Le Syndicat national des guides de montagne, le Centre de formation des guides de montagne et la Priam, tourisme. Lui, il est au cœur du poulet par rapport à tout ce qui est professionnel guide. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire du coup un parallèle entre ce que vivent les pros, les guides, et ce que peut vivre l'amateur. Donc là, on va chez les pros. On aura vraiment tout le listing de tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils voient au niveau juridique. Et puis, on va voir si on peut se le réapproprier en tant qu'amateur. Qu'est-ce que tu pilotes, toi, au sein du SNGM ? Nous, au sein du syndicat, on a mis un dispositif de gestion des accidents. Cet outil, il facilite notre communication tant en interne qu'en externe. Ça, c'est les deux parties du bas sur le schéma qu'on voit. Communication en interne, communication en externe. Voilà. Pareil, pour les amateurs, la communication, c'est important. C'est à prendre en considération. Donc, il faut aussi faire attention à ça parce que maintenant, avec le monde moderne, on communique vite sans s'en rendre compte avec les réseaux sociaux. Tout à fait. Grâce à toutes les parties juridiques, tout ce qui se passe, tous les accidents, en faisant des retours d'expérience, ça s'appelle les retex, on essaye de mettre en place quelque chose pour justement progresser. C'est-à-dire que notre expertise augmente et elle peut augmenter aussi à travers tout ce qui est judiciaire. C'est-à-dire quand on sait les conséquences que ça peut avoir au niveau juridique, eh bien, nos prises de décision peuvent aussi changer en amont. Donc il y a 2 parties de pilotage. Il y a tout ce qui est ce que vous appelez RAA. RAA, ça veut dire quoi ? Notre réseau assistance accident, qui est là pour protéger sur le plan humain, matériel, financier, donc des conséquences de l'accident. Oui, tout de suite, donc le soutien psychologique. Nos adhérents peuvent bénéficier d'un psychologue qui peut être mis à leur disposition. Et ça, donc pour les amateurs, on n'a pas vraiment. Donc c'est à nous d'aller chercher quelque chose parce que quand on a un gros accident, il y a des conséquences psychologiques et peut-être des fois c'est bien d'en parler un petit peu parce que c'est quelque chose qu'on risque de traîner longtemps au fond d'un bout de cerveau, quoi. Donc là, l'objectif, dès qu'on est informé d'un accident, le rôle, c'est tout de suite d'avoir la bonne information, de façon à connaître exactement ce qui s'est passé, le plus précisément possible, d'un point de vue factuel. D'accord. Et ça, pour nous, amateurs, c'est la même chose. C'est bien d'essayer de classifier de façon factuelle les faits. Et ça, on verra un peu plus précisément tout à l'heure quand on ira dans tout ce qui est vraiment juridique. Il y aura toute la partie police judiciaire qui sera donc expliquée par un officier de police judiciaire à ce moment-là. Le fait d'aller chercher l'information la plus précise possible, et notamment auprès des services de secours lorsque c'est possible, nous permet, tout de suite, de savoir à quel risque, je dirais, juridique, voire médiatique, on va être exposé. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'avoir l'information la plus précise possible dans les premières secondes. Voilà. Donc on voit, il y a encore cette notion de risque qui est établie par rapport à l'assistance juridique. Quelle assistance portez-vous ? C'est-à-dire que dès qu'il y a un accident important, on sait que la machine judiciaire, elle va se mettre en route. Donc là, notre rôle, c'est de tout mettre en œuvre pour assister le guide et lui apporter toute l'assistance nécessaire et possible à notre niveau pour l'aider à préparer, lorsque c'est possible, son audition, c'est-à-dire lui expliquer ce qu'il attend. Ensuite, lui expliquer aussi ce à quoi il va être exposé dans le cadre de cette procédure judiciaire. On peut lui mettre un avocat à sa disposition. Quand on a une audition, quand on vient d'avoir un accident, c'est très compliqué psychologiquement d'être au point. Donc vous l'abordez comment ? Vous lui parlez de quoi ? Qu'est-ce que vous lui dites ? Alors souvent l'assisteur, donc s'il est tout de suite avec le guide, et en plus si on a aussi le temps nécessaire de lui expliquer, parce que tout dépendra de son traitement par les enquêteurs, mais généralement on est dans de l'involontaire. Tu veux dire qu'on n'est pas tout de suite mis sous les barreaux ? Souvent les enquêteurs qui sont eux aussi montagnards, qui comprennent très bien le milieu,
laisse un certain temps avant d'auditionner la personne. Ouais. Comme on dit au guide, de toute manière, les faits sont là, on ne peut pas revenir en arrière. Non. On explique au guide que c'est son audition, donc c'est à lui d'apporter tous les éléments nécessaires à l'enquêteur pour expliquer ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mis en œuvre avant, bien évidemment, l'accident. Donc, comme quoi il s'est comporté en professionnel. Mais malheureusement, parfois, on est confronté à l'accident, malheureusement. Et oui, on est dans des milieux qui ne sont pas aseptisés, donc la gestion, elle est très fine. On insiste bien sur le fait qu'il doit relater exactement ce qui s'est passé, parce que ça, l'enquêteur, je pense, nous l'expliquera, mais ça ne sert à rien de masquer quoi que ce soit dans une audition, étant donné que les enquêteurs, ils vont faire le rapprochement entre les dires et leurs constatations. Donc, tout ressort. Voilà, tout ressort. Donc, dans le cadre de l'assistance juridique, hormis la préparation du guide, quelles sont les autres actions que vous menez ? Alors, hormis la préparation à l'audition, on évalue le risque juridique. On mobilise les acteurs de la défense, c'est-à-dire en premier lieu l'avocat, si nécessaire. On s'assure que la déclaration d'accident soit faite dans les 3 jours, le plus rapidement possible. Et on la contrôle, cette déclaration d'accident, de façon à pouvoir la transmettre ensuite à notre assureur. Ce moment est important, contrôler la déclaration d'accident, pour avoir tous les éléments à transmettre à notre assureur et notamment des renseignements sur la partie adverse également. Adverse entre guillemets, adverse ou le tiers en cause. Voilà. Tout le monde est parti ensemble en montagne, c'était pas la compétition, mais derrière. Mais quand je dis la partie adverse, parce que notre guide fait sa déclaration d'accident, bien évidemment, il y a des tiers qui sont impliqués. Et nous, notre but, c'est d'avoir un maximum de renseignements de façon à ce que notre assureur, en cas de poursuite judiciaire au civil, puisse avoir un maximum d'éléments. Et un amateur, il doit faire une déclaration à son assurance aussi, du coup, quand il a un accident. S'il a une assurance, oui, surtout s'il y a un tiers. Et oui. Parce que même en amateur, je dirais, il y a toujours une responsabilité. Puisque même en amateur, il y a un leader. Et c'est le droit commun qui s'adapte à tous les pratiquants. Quand un guide a une relation contractuelle avec son client, donc automatiquement, il est leader de fait, par ses compétences, son diplôme. Mais dans le cadre amateur, il y a toujours un leader qui a le plus d'expérience, avéré par rapport à son collègue, qui a mis en place la course, qui techniquement est plus fort plus à l'aise sur un type de course. C'est tout ce que vous regardez et après vous le managez. Et ça peut durer longtemps parce que les 2 procédures, donc il y a le pénal et le civil. Le pénal peut s'arrêter assez vite si quelqu'un... Tout à fait. Alors nous, on évalue le risque juridique. Souvent, comme j'avais dit, il y a une procédure pénale qui est ouverte. Souvent en montagne, on s'aperçoit qu'il y a des classements sans suite. Parce que, comme je l'ai dit, on a affaire à des accidents qui sont involontaires et on n'est au pas parquet, là. C'est souvent classé sans suite. On n'est pas là pour se séparer de sa femme. Comme il y a des dommages... en coupant la corde un petit peu de façon volontaire. Pas là pour ça. Non. Même si le crime, sans doute, existe en montagne. Voilà. Mais au pénal, si c'est classé sans suite... Eh bien, l'accident a engendré des dommages et les victimes ont tendance de plus en plus à rechercher la responsabilité civile des personnes impliquées. On va dire du guide ou alors on parlait ça devient du leader, un jeu d'assurance. On parlait du leader, voilà. Et là, la procédure civile, elle va pouvoir durer plusieurs années. Et même si on a un accident qui a été classé sans suite ou il n'y a eu aucune suite judiciaire au pénal, eh bien, parfois, cet événement peut ressortir quelques années après, donc au civil, dans les limites de la prescription, bien évidemment. C'est quoi la prescription ? Ça dure combien de temps ? Au civil, c'est 10 ans. 10 ans. Donc, du style, je me suis fait mal à un genou il y a 8 ans, cet accident peut revenir au civil parce qu'il engendre... Donc, c'est pour ça que nous, avec notre suivi, eh bien, on peut ressortir des accidents plusieurs années après les faits
D'où l'importance d'avoir un maximum de renseignements dès le début, dès le début et de les garder. Et également dans la déclaration d'accident, d'avoir un maximum de renseignements. Donc pour l'amateur, c'est la même chose. Quand il se passe un accident, c'est bien de mettre de côté le maximum d'informations, de faire un petit dossier, de le classer, que si 8 ans après on revient en nous disant hey, « oh, tu te souviens mon genou que je m'étais fait mal avec toi ?» en fait, ce serait bien que tu me donnes un petit million. Que tu me donnes un petit million. Que tu me donnes un petit million parce que je ne peux plus jouer au foot ou marcher. Si les guides le font, je pense que les amateurs, c'est pas mal, quand il se passe un truc, d'avoir son petit dossier et de ranger son petit dossier dans un coin. Voilà. Les assurances. La déclaration d'accident, c'est ce qui va être transmis à notre assureur. Alors, au syndicat, tous nos adhérents sont assurés dans le cadre d'une assurance de groupe. C'est-à-dire que dès qu'il y a un accident, le guide doit faire sa déclaration d'accident. Ouais. Moi, le guide Michelin qui suis amateur et qui m'assure de façon personnelle, mon assurance, comment elle marche? Est-ce que c'est une assurance individuelle, une assurance de groupe? Et vous, au syndicat, comment ça marche? Alors nous, au syndicat, nos guides bénéficient de l'assurance du syndicat qui est une assurance de groupe. Donc c'est pour ça, quand il y a une déclaration d'accident qui arrive de la part d'un guide, cette déclaration, elle est envoyée à notre courtier qui la transmet ensuite à notre assureur. Cet accident, il va être traité par l'assureur dans le cadre de l'assurance de groupe. Okay. D'accord ? Donc cette déclaration d'accident, elle va être noyée dans tout le groupe. À la différence d'une RC individuelle, la personne qui est assurée sous le régime de la responsabilité civile individuelle, lorsqu'il fait sa déclaration d'accident, c'est sa déclaration d'accident qu'il transmet à son assureur et l'assureur traite directement avec la personne qui a envoyé la déclaration d'accident. D'accord. En revanche, dans le cas d'une assurance de groupe comme pour nous, l'assureur, il traite avec le syndicat. D'accord. Et chez les amateurs, l'assureur travaille directement avec l'amateur. L'assureur, après, peut demander, souvent, c'est le principe des assurances voitures, ce qu'on appelle un malus, c'est-à-dire, il va augmenter la prime parce que la personne a été victime d'un ou de plusieurs accidents. On peut même imaginer, si vraiment les dommages sont très très importants, très conséquents, que l'assureur ne reprenne pas l'assuré. On a bien dépatouillé tout ce qui est le pénal, tout ce qui est le civil, et la constitution d'un partie civile, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas posé cette question. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que souvent, après une procédure pénale, le procureur classe souvent sans suite. Mais la partie qui se sent lésée, c'est-à-dire la victime, peut très bien donc se constituer partie civile parce qu'elle considère qu'il y a réellement une infraction qui doit être relevée à l'encontre d'une personne et insatisfaite du classement sans suite, elle pourra dans ce cas-là se constituer partie civile auprès du juge d'instruction. D'accord. Qui lui, après, va repartir sur une nouvelle procédure. Une nouvelle procédure, voilà. Donc là, tu me parles de professionnels ou de personnes, tout ce qui est accident de travail, tout ce qui est prélèvement d'alcoolémie, toutes ces choses-là. Oui, alors, il faut savoir qu'un guide qui est impliqué dans un accident, c'est un accident de travail, c'est évident. Et comme tout accident de travail, eh bien, généralement, les personnes sont soumises au prélèvement, alcoolémie et drogue, stupéfiants. Ok. Évidemment, ça peut avoir une conséquence importante parce que la responsabilité de la personne sera pleine et entière si le résultat est positif tant au niveau de l'alcoolémie que des stupéfiants. Ok. On peut vite évoquer la procédure administrative. S'il y a des défauts dans les papiers, c'est-à-dire qu'ils soient à jour de leur carte professionnelle, également à jour de leur recyclage, parce que le recyclage qui est prévu dans le Code du sport est obligatoire pour les professionnels pour exercer contre rémunération. Il faut savoir qu'un professionnel dont la carte professionnelle n'est plus à jour s'expose à une infraction pénale qui n'a rien à voir avec l'accident dans lequel il peut être impliqué. Il s'expose à une sanction administrative du préfet avec éventuellement une suspension de son activité pendant un temps déterminé. Qui paye les secours? En France,
On En dit que France, le on secours parle en bien montagne de est la gratuit, France. Voilà, mais bon, c'est quand même nos impôts Qui payent. Donc, le secours. Et le secours, il n'est pas gratuit partout. Hein. Il faut savoir qu'il y a des lieux sur le territoire où le secours est payant. Je pense notamment au domaine skiable, ouais. où là, le secours est payant. D'où Il l'intérêt. faut impérativement avoir une assurance qui couvre les La frais prise de en charge, remboursement de voilà. secours au cas où. Ou alors, on a le portefeuille pour assumer. Mais bon, au tarif de la minute D'hélicoptère, hélico, ça peut aller vite. Voire de la minute aussi du médecin qui Ouais. intervient. Ouais. Il faut savoir que dans le secours héliporté, le médecin facture à la minute. Ouais. Eh bien, Jean-Philippe, merci pour toutes ces explications autour du travail des guides. Et on voit qu'il y a vraiment un parallèle avec les amateurs, puisque c'est la même chose. Le droit commun, on a bien compris que tu sois pro ou pas pro, tu es quand même face au droit commun, comme nous a expliqué Bénédicte. J'espère que ça vous a éclairci un petit peu la vision de la pente par rapport à tout ce qui était juridique, et ça on parle bien du juridique en France, c'est pas pareil dans tous les pays. Merci pour tes super éclairages, et j'espère que la neige tombera et qu'il n'y aura pas beaucoup d'accidents. Merci à toi, Michel. Voilà. Bonne Monscagne à tous, allez ciao. Le guide Michelin, c'est une réflexion collective sur la pratique de la montagne, du ski et de l'alpinisme sous tous les sens. Ouvrir le débat, échanger sur certaines idées préconçues et peut-être tordre le cou à certaines croyances. C'est ça les pages du guide Michelin.